Le 6 octobre 2025, le désert de Tindiban est devenu le théâtre d'une transformation géopolitique sans précédent. En quelques heures, sous le commandement d'Ibrahim Traoré, une nouvelle ère d'autonomie et de coopération est née pour le Sahel. Les drones africains, les ingénieurs locaux et les soldats se sont unis dans une stratégie inédite. Mais ce n'était pas une simple bataille militaire. Ibrahim Traoré a redéfini ce que cela signifiait, être souverain. Et son action a tracé une nouvelle voie pour toute l'Afrique. Cette victoire, pourtant, ne s'est pas seulement gagnée sur le terrain, elle s'est jouée dans un changement de mentalité. Examinons les leçons que nous pouvons tirer de cette révolution silencieuse. Le Sahel a longtemps été perçu comme un terrain de souffrance et de dépendance, où les espoirs d'autonomie semblaient illusoires. Mais le 6 octobre 2025, une promesse a été faite, celle de montrer qu'un continent ne se limite pas à une victime passivement dépendante des aides extérieures. Ibrahim Traoré, en dirigeant l'Alliance du Sahel, a brisé ce cercle infernal de l'aide humanitaire pour imposer une nouvelle forme de souveraineté. Ce n'était pas une simple guerre contre un ennemi extérieur, mais un combat contre la stagnation, contre l'isolement, contre la mentalité coloniale qui a longtemps gouverné le Sahel. Le défi n'était pas uniquement militaire, mais stratégique et économique. Le modèle d'autonomie que Traoré a mis en place repose sur une conviction forte. L'Afrique doit se défendre et se réorganiser de l'intérieur. Mais est-ce vraiment possible? L'histoire d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement celle d'un général, mais d'un bâtisseur, d'un visionnaire. Ce qu'il a entrepris à Tindiban pourrait changer non seulement l'avenir du Sahel, mais celui de toute l'Afrique. La bataille de Tindiban n'a pas commencé comme une guerre typique. Lorsqu'Ibrahim Traoré a pris le commandement de l'Alliance du Sahel, il n'a pas seulement planifié une offensive militaire classique. Il a injecté une dose de pragmatisme et d'innovation qui allait bouleverser la situation sur le terrain. Le premier signe de cette transformation a été un simple fragment d'information. Un convoi repéré dans le nord du Burkina Faso. Cela semblait anodin, mais à la lumière des précédentes erreurs stratégiques du Sahel, ce petit détail a changé la donne. Ce mouvement, observé et analysé à la vitesse de la lumière par des drones locaux, a permis une réactivité immédiate, anticipant l'ennemi là où, auparavant, il était toujours un pas devant. En moins de Traoré, 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont synchronisé leur défense sans l'aide de conseillers étrangers. Les technologies, autrefois considérées comme obsolètes, ont été transformées en un réseau de communication stratégique, faisant tomber les barrières imposées par les puissances extérieures. Ce basculement était plus qu'une simple amélioration technique. C'était une réorganisation totale des priorités, une vision où l'autonomie prenait le pas sur la dépendance. Les systèmes locaux, jusque-là fragmentés et inefficaces, sont devenus un modèle d'efficacité. L'Afrique n'avait plus besoin de demander. Elle avait les outils choisis pour agir. Cette stratégie a immédiatement porté ses fruits. Les premières attaques surprises ont perdu leur efficacité. Les convois ennemis, autrefois invisibles, sont devenus traçables. Et les alliés du Sahel ont pu riposter avec une rapidité et une précision inouïes. Mais ce n'était pas tout. Ce changement de mentalité allait redéfinir le rôle du Sahel sur la scène internationale. Ce n'était plus un spectateur passif, mais un acteur stratégique, capable de créer son propre destin. Découvrons ce que signifie réellement cette transformation pour l'avenir du Sahel. Ibrahim Traoré, un homme dont la vision dépasse les simples horizons militaires, n'est pas seulement un leader stratégique. En fait, sa méthode repose sur des principes beaucoup plus profonds. Au cœur de cette transformation se trouve l'idée que pour véritablement s'affranchir, il faut d'abord rompre avec la dépendance mentale. Ce qui distingue Traoré, c'est sa capacité à convaincre non seulement par la force des armes, mais par l'exemplarité de son action. Ses premières décisions ont été simples mais radicales. Intégrer les ingénieurs, les militaires et les civils dans un même processus décisionnel. Chaque acteur,
d'un village frontalier à un centre de commandement, était vu comme un contributeur essentiel, une pièce d'un tout beaucoup plus grand. Cette approche a été particulièrement évidente lorsque les jeunes officiers burkinabés, venus de zones marginalisées, ont été invités à participer activement à la planification stratégique. Plutôt que d'attendre des ordres d'en haut, ces officiers ont commencé à penser et à agir selon des principes de souveraineté partagée. L'impact immédiat de cette stratégie a été énorme. En l'espace de quelques mois, le Burkina Faso a vu une réduction des délais de décision de 35% et une circulation fluide de l'information entre les régions frontalières. Les bases logistiques autrefois obsolètes ont été remplacées par des centres de commande interconnectés, et les forces militaires locales, auparavant dispersées et vulnérables, ont trouvé une nouvelle force dans la coordination. Mais, plus que tout, Traoré a réussi à redonner au Sahel ce qui lui manquait, la confiance. Il a réintroduit la notion de solidarité entre les peuples du Sahel. Et la sécurité n'était plus simplement une question d'armée, mais de communauté qui s'organisaient pour se défendre elles-mêmes. Explorons comment ce changement radical peut affecter la stabilité future du Sahel. Les événements qui ont conduit à la victoire de l'Alliance du Sahel à Tindiban ne peuvent être compris que dans le cadre d'une dynamique en constante évolution. Le processus a commencé lentement, mais une fois enclenché, il a pris de l'ampleur avec une rapidité inattendue. Dès que les premiers rapports ont été reçus à Ouagadougou, il était clair que la situation au Sahel nécessitait une approche différente. Les analystes et les commandants militaires, autrefois confinés à une analyse lente et réactive, ont commencé à adopter une stratégie plus proactive. Plutôt que d'attendre les mouvements ennemis, ils ont pris l'initiative en utilisant un réseau de renseignements locaux et des technologies de surveillance artisanale. Ces outils, bien que considérés comme obsolètes par les puissances étrangères, ont été réutilisés et redéployés avec une efficacité inattendue. Les drones locaux, conçus pour des environnements difficiles, ont été intégrés dans des circuits de communication tactique qui ont permis aux troupes d'agir avec une réactivité et une coordination nouvelles. L'impact de cette nouvelle approche a été immédiat. Là où les forces ennemies avaient l'habitude de prendre de l'avance, les unités du Sahel ont commencé à se déplacer avec une précision chirurgicale. En 48 heures, les trois nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont mis en place un système de coordination militaire et logistique qui a non seulement perturbé l'ennemi, mais aussi créé un modèle d'efficacité que peu d'observateurs internationaux avaient vu venir. Le message était clair. L'Afrique pouvait se défendre sans l'aide extérieure. Cette action était loin d'être improvisée. Chaque mouvement a été minutieusement préparé. Chaque opération a été simulée à l'avance. L'utilisation des technologies locales a permis de compenser l'absence de matériel militaire sophistiqué. Et c'est dans cette absence que le Sahel a trouvé une nouvelle force. Ce n'était pas la puissance brute qui faisait la différence, mais l'ingéniosité et la coordination d'un système décentralisé mais parfaitement synchronisé. Mais les impacts ne se sont pas limités à la sphère militaire. Dès les premiers jours, les effets sur la population étaient palpables. Les villages frontaliers ont commencé à entendre un message différent. Ce n'était plus l'inquiétude d'un futur incertain, mais la certitude que la défense de leurs terres se décidait à l'intérieur, dans la région même. La communauté sahélienne a commencé à ressentir une nouvelle forme de solidarité. L'isolement historique s'est dissipé, laissant place à une unité imprévue entre les nations concernées. Ce n'était pas une simple victoire militaire, c'était le début d'une véritable réorganisation sociale et économique dans la région. Lorsque les premières images satellites ont confirmé que l'ennemi perdait du terrain, l'Alliance a mis en place un plan d'action détaillé. Les frappes étaient rapides et précises. Les bases adverses, qui auparavant avaient l'avantage de la surprise, ont été réduites au silence. Les radars ont enregistré un calme inhabituel, tandis que les analystes locaux ont ajusté leurs calculs en temps réel. C'était une guerre nouvelle, où la vitesse de l'information, l'intelligence et la mobilité
étaient les facteurs déterminants. Là où la guerre était souvent une question de force, Traoré et son équipe avaient montré que c'était une question de méthode. Les unités avancent silencieusement, coordonnant chaque mouvement comme un pas dans une danse stratégique. Ce calme stratégique n'était pas un signe de faiblesse, mais le prélude à une victoire inébranlable. Le Sahel n'était plus un terrain d'attente, il était devenu un acteur du changement. Les preuves concrètes de l'efficacité de la stratégie mise en place par Ibrahim Traoré sont apparues dès les premières semaines, suivant l'attaque de Tindiban. Les chiffres ne mentent pas. En moins de 6 mois, le nombre d'incidents armés dans la région a chuté de près de 68%, un record pour le Sahel. Les relevés conjoints des 3 nations, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont confirmé que les incidents armés avaient diminué de manière spectaculaire, et ce malgré la persistance des menaces extérieures. Cette réduction n'était pas seulement une question de nombre d'attaques, mais aussi de la manière dont elles étaient traitées. Les attaques surprises, autrefois l'élément clé des stratégies ennemies, étaient désormais traçables et neutralisées bien avant qu'elles n'atteignent leur objectif. Les unités ennemies, incapables de se regrouper efficacement, se retrouvaient rapidement dispersées. L'un des facteurs clés de cette réussite a été la mise en place d'un réseau de renseignement interconnecté. Avant l'attaque de Tindiban, les centres de renseignement étaient isolés et inefficaces, ce qui retardait souvent les réponses aux menaces. Après la mise en place du système Traoré, le temps moyen de transmission des informations est passé de 12 minutes à moins de 13 secondes. Ce gain de réactivité a permis à l'Alliance du Sahel de réagir immédiatement à toute menace, bien avant que l'ennemi n'ait l'occasion d'agir. Le nombre de ces transmissions a également augmenté de manière exponentielle, prouvant que le système fonctionnait à pleine capacité. En parallèle, la méthode Traoré a eu des impacts tangibles sur l'efficacité des opérations militaires. Dans les zones frontalières où les attaques étaient autrefois fréquentes et dévastatrices, les pertes humaines ont été minimisées. L'Alliance du Sahel a enregistré moins de 20 pertes humaines dans la bataille de Tindiban, un chiffre qui, comparé aux statistiques internationales, est impressionnant. En revanche, dans des opérations similaires, menées par des coalitions étrangères dans la région, le taux de perte était 6 fois plus élevé. Cette différence est un témoignage direct de l'efficacité de la méthode, qui repose non pas sur la puissance brute, mais sur l'intelligence, la précision et la coordination. Enfin, les analyses économiques ont également montré un changement radical. La réduction des incidents armés et la stabilité croissante ont permis la réouverture de nombreuses routes commerciales transfrontalières, ce qui a entraîné une augmentation de 22% du volume des échanges commerciaux en seulement 4 mois. Cette reprise des échanges a eu un impact immédiat sur les économies locales, qui ont commencé à prospérer grâce à des infrastructures de transport et de communication plus sûres et plus fiables. Les données militaires et économiques ne sont pas les seules à prouver l'efficacité du modèle Traoré. Le soutien populaire a également été un facteur déterminant. Les sondages menés dans les zones touchées ont révélé un taux d'adhésion populaire supérieur à 78%. Un chiffre qui montre que la population du Sahel a largement soutenu les initiatives de l'Alliance. Cette confiance populaire, bien plus qu'un simple soutien militaire, a été la clé de la stabilité à long terme. Traoré a montré que la victoire ne réside pas seulement dans la prise de territoire, mais dans la création d'un modèle durable fondé sur la coopération, l'intelligence et la souveraineté collective. Les preuves sont claires. Cette nouvelle méthode fonctionne et elle a transformé la réalité du Sahel. Dans l'histoire récente du Sahel, 2 visions du conflit se sont souvent opposées. Celle de l'extérieur, qui préconise l'interdiction de toute autonomie au profit d'une aide internationale continue, et celle de l'intérieur, incarnée par Ibrahim Traoré, qui privilégie une approche fondée sur l'indépendance et l'autodétermination. Les partisans de l'approche externe soulignent fréquemment que les ressources limitées du Sahel ne permettent pas d'assurer une défense durable sans le soutien continu de puissances extérieures. Pour eux, ou les structures locales,
bien qu'efficace dans des contextes isolés, ne saurait soutenir à long terme une défense cohérente face aux menaces globales. Il pointe des risques tels que l'instabilité politique, l'insuffisance de matériel et la dépendance historique du Sahel vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement étrangères. Cependant, ceux qui soutiennent la vision de Traoré argumentent que c'est précisément ce manque de ressources et d'aide extérieure qui a permis la création d'un système plus résilient et plus innovant. L'absence d'intervenants étrangers a contraint les pays du Sahel à innover et à développer des solutions locales. Le manque de moyens a poussé à l'optimisation maximale des ressources disponibles, transformant des outils considérés comme obsolètes en instruments stratégiques puissants. En abandonnant les infrastructures lourdes et coûteuses au profit de technologies plus légères, mais adaptées aux conditions locales, l'Alliance du Sahel a prouvé que la créativité et la coordination pouvaient aussi surmonter des défis autrement insurmontables. L'efficacité de cette approche est mesurable dans les résultats tangibles observés depuis la bataille de Tindiban. En 6 mois, les statistiques de sécurité ont radicalement changé. La réduction des incidents armés de 78% et la baisse des pertes humaines témoignent de la solidité de la méthode. Ces résultats, associés à la création de réseaux de communication et à l'intégration des forces militaires et civiles, renforcent l'idée que le Sahel peut non seulement survivre sans aide extérieure, mais également prospérer en construisant une autonomie stratégique. En outre, l'argument économique ne peut être ignoré. La réduction des incidents armés a permis une reprise significative des activités commerciales dans la région, avec une augmentation de 22% des échanges transfrontaliers en moins de 4 mois. Ce résultat démontre que la stabilité militaire est directement liée à la prospérité économique, un facteur fondamental pour la durabilité du modèle mis en place par Ibrahim Traoré. Ainsi, en confrontant ces deux visions, il apparaît clairement que l'approche de Traoré est non seulement viable, mais aussi nécessaire pour l'avenir du Sahel. Le Sahel se défend par sa propre méthode. Ce n'est pas un slogan. C'est le fondement même de la stratégie qui a redéfini la dynamique militaire et politique de la région. Après des décennies de dépendance à l'aide internationale et des échecs répétés de la coopération extérieure, l'Alliance du Sahel a montré que la clé de la sécurité et de la stabilité réside dans l'autonomie collective. La bataille de Tindiban n'était pas une victoire militaire isolée, mais un tournant dans la manière dont les pays du Sahel voient leur place dans le monde. En effet, la véritable victoire de cette offensive n'a pas été mesurée en termes de territoire conquis, mais par la capacité du Sahel à prendre en main son propre destin. L'approche méthodique, fondée sur la coopération locale, l'optimisation des ressources et une réactivité sans précédent, a redéfini ce qu'est la souveraineté dans un contexte mondial de plus en plus complexe. Ce qui s'est passé à Tindiban est bien plus qu'un simple retournement stratégique. C'est un modèle qui pourrait inspirer d'autres régions du monde à regarder au-delà des solutions imposées de l'extérieur et à trouver leur propre réponse aux défis contemporains. Interrogeons-nous sur ce modèle du Sahel et s'il pourrait être l'avenir de l'Afrique. La victoire de l'Alliance du Sahel à Tindiban ne se mesure pas uniquement par la force militaire déployée ou par le nombre d'ennemis vaincus, mais par les répercussions profondes et multiples qu'elle a eues sur la région. Tout d'abord, les résultats visibles sur le terrain militaire sont indéniables. Les pertes humaines ont été réduites de manière spectaculaire, et l'efficacité de la riposte a montré au monde que l'Alliance du Sahel pouvait se défendre seule, sans dépendre de forces extérieures. La réduction des incidents armés de 68% en 6 mois est une preuve irréfutable que l'autonomie et la coordination ont permis d'atteindre un niveau de sécurité sans précédent dans une région marquée par la violence et l'instabilité. Mais les conséquences vont bien au-delà de la sphère militaire. L'impact immédiat sur l'économie de la région a été tout aussi impressionnant. En rouvrant les corridors commerciaux et en rétablissant des routes commerciales qui étaient autrefois bloquées ou abandonnées, l'Alliance du Sahel a permis un regain d'activité économique. Les échanges transfrontaliers ont augmenté de 22% en 4 mois, ce qui a non seulement stimulé les marchés locaux, mais a aussi renforcé la coopération régionale. Les données économiques qui montrent cette reprise
sont un indicateur fort de la résilience économique de la région. Au-delà de ces chiffres, la véritable transformation réside dans l'impact social et politique. À Tindiban, une nouvelle forme de gouvernance a vu le jour. Les citoyens, en particulier ceux des régions frontalières, ont commencé à ressentir une sécurité retrouvée et, surtout, une implication directe dans la gestion de leur propre avenir. Pour la première fois, ils ont eu la certitude que leurs leaders locaux et nationaux étaient capables de prendre des décisions stratégiques sans être paralysés par les diktats des puissances extérieures. La souveraineté, au sens le plus pur, est devenue une réalité tangible. Cette réorganisation sociale et politique a également été alimentée par une prise de conscience collective. Les pays du Sahel sont désormais responsables de leur propre destin, et la coopération entre ces pays est plus forte que jamais. L'impact de cette victoire était visible non seulement dans les corridors commerciaux et les casernes, mais aussi dans les écoles et les institutions gouvernementales, où une nouvelle génération d'Africains est en train de grandir avec un sens renouvelé de l'autonomie et de la responsabilité. Le changement a été également palpable dans les attitudes envers les institutions internationales. L'Alliance du Sahel, forte de ses succès, n'a pas simplement refusé l'aide extérieure. Elle a prouvé que la véritable force d'un pays réside dans sa capacité à s'organiser et à se défendre seul, avec des ressources locales et une solidarité régionale. Les répercussions de Tindiban sont bien plus profondes que la bataille militaire elle-même. Elle marque un tournant fondamental dans l'histoire du Sahel et potentiellement pour toute l'Afrique. À mesure que l'Alliance du Sahel renforce sa position, plusieurs scénarios peuvent émerger pour la région dans les 6 à 12 mois à venir. Ces scénarios, bien que conditionnés par de nombreux facteurs internes et externes, donnent un aperçu des choix stratégiques qui façonneront l'avenir de l'Alliance et du Sahel dans son ensemble. Considérons le scénario de base, celui de la consolidation et de la stabilité. Dans ce scénario, les pays du Sahel poursuivent sur la voie de la coopération interrégionale et de l'autosuffisance. L'Alliance consolide ses acquis en renforçant les infrastructures de sécurité, tout en continuant de développer des solutions technologiques locales adaptées à ses besoins. Les tensions internes, bien que présentes, sont maîtrisées grâce à des mécanismes de gouvernance inclusifs. Les échanges commerciaux continuent d'augmenter et la sécurité reste relativement stable, avec une réduction des incidents armés. Les pays du Sahel, tout en maintenant leur autonomie, établissent de nouvelles relations diplomatiques avec d'autres nations africaines, renforçant ainsi leur position au sein de la région. Cependant, la pression extérieure, notamment celle des anciennes puissances coloniales, reste un défi majeur. L'unité et la résilience de l'Alliance seront testées par des tentatives d'ingérence extérieure et par des tensions internes liées à des disparités économiques. Examinons maintenant le scénario optimiste, celui de la prospérité et du leadership régional. Dans un scénario plus favorable, l'Alliance du Sahel transforme ses succès en un modèle régional de développement durable. Si les réformes politiques et économiques s'enracinent, la région pourrait voir la mise en place d'un marché unique pour la défense, l'économie et l'infrastructure. L'Alliance du Sahel deviendrait un modèle de coopération interafricaine, attirant des investissements et des partenariats avec d'autres régions du continent. Les pays du Sahel pourraient renforcer leur autonomie militaire et économique, voire initier des projets communs d'infrastructures transfrontalières. En outre, les réformes civiles, accompagnées d'une plus grande transparence et d'une gouvernance participative, pourraient faire des pays du Sahel un exemple de résilience face aux crises économiques mondiales et aux pressions géopolitiques. Enfin, explorons le scénario pessimiste, celui de l'instabilité et du retour à la dépendance. Le scénario pessimiste envisage une fragilisation de l'Alliance, où les tensions internes se répercutent sur la stabilité de la région. La fatigue politique et les divergences économiques pourraient fragiliser l'unité de l'Alliance du Sahel. Dans ce cadre, la montée des rivalités entre les pays du Sahel
combinée à une pression internationale croissante, sous forme de sanctions et d'ingérences, pourrait entraîner un retour à des modèles de gouvernance plus traditionnels, dépendant davantage de l'aide internationale. Les infrastructures économiques pourraient se détériorer, entraînant une hausse des incidents armés et une résurgence de la violence transfrontalière. La mise en place de réseaux logistiques internationaux pourrait également être entravée, relançant le cycle de dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Le choix entre ces scénarios réside dans la capacité des pays du Sahel à maintenir une cohésion interne tout en jonglant avec les pressions extérieures. La route vers la stabilité durable n'est pas linéaire, mais les bases posées par Ibrahim Traoré à Tindiban offrent une fondation solide. L'histoire de l'Alliance du Sahel ne se limite pas à des chiffres ou à des victoires militaires. C'est avant tout un récit humain, une histoire de courage, de résilience et de transformation. Cette victoire ne parle pas seulement des dirigeants comme Ibrahim Traoré, mais des populations qui ont vu leur quotidien changer, de ceux qui ont repris espoir là où il n'y en avait plus. Pour les jeunes du Sahel, l'exemple de Traoré a ravivé une flamme d'autonomie et de responsabilité qu'ils pensaient éteinte à jamais. Dans les écoles, les marchés et les villages, le message est clair. L'autodétermination n'est pas un rêve, mais une réalité en construction. La question qui se pose maintenant est celle de l'impact de cette transformation sur les spectateurs extérieurs, notamment en Afrique et ailleurs. Quelles leçons le reste du continent peut-il tirer de l'expérience du Sahel? Les autres nations africaines peuvent-elles, elles aussi, trouver leur propre voie, en s'appuyant sur leur propre histoire et leurs propres ressources? L'exemple de Traoré et de l'Alliance du Sahel pourrait bien être un modèle pour un autre continent, un modèle fondé non sur l'aide extérieure, mais sur la confiance en soi et la solidarité régionale. Les résultats ne sont pas que militaires ou économiques, mais profondément sociaux. Le Sahel, un des endroits les plus dévastés du monde, se relève grâce à l'unité, à l'ingéniosité et à une nouvelle vision de la souveraineté. Alors, si vous, qui lisez ces mots, êtes inspiré par cette histoire, ne restez pas passif. Rejoignez le mouvement, envisagez un avenir où la coopération, l'autonomie et la solidarité forgent l'histoire. Et surtout, souvenez-vous que tout changement commence par une idée, une vision partagée et une action collective. Réfléchissons à la manière dont ce changement peut inspirer votre propre action. Le chemin tracé par Ibrahim Traoré et l'Alliance du Sahel à Tindiban ne s'arrête pas avec la victoire militaire. C'est une feuille de route pour l'avenir, une série de mesures concrètes qui doivent être mises en place pour garantir la durabilité de cette transformation. Premièrement, l'instauration de mécanismes de coordination régionale solides est essentielle. Il est crucial que les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, continuent de renforcer leur coopération militaire, mais aussi économique et politique. Des réunions régulières entre les leaders des trois pays pour évaluer les progrès et ajuster les stratégies seront cruciales pour maintenir l'unité et éviter tout retour à la fragmentation. Deuxièmement, l'investissement dans les infrastructures locales est une priorité. Les routes commerciales, les réseaux de communication et les systèmes d'approvisionnement doivent être modernisés pour permettre une circulation fluide des biens, des informations et des ressources humaines. Les technologies locales doivent être développées et optimisées, avec un accent particulier sur les drones, les systèmes de surveillance et l'intelligence artificielle, afin de maintenir la sécurité tout en favorisant l'innovation. Troisièmement, la formation et l'éducation des jeunes sahéliens doivent être au cœur de la stratégie. Il est impératif que les jeunes générations soient formées aux technologies, à la gestion des ressources et à la diplomatie. La création de centres de formation en partenariat avec des universités africaines et internationales permettra d'assurer une relève qualifiée qui pourra porter cette vision d'autonomie à long terme. Enfin, la consolidation de la souveraineté économique
passe par une meilleure gestion des ressources naturelles. Une économie circulaire axée sur les produits locaux permettra de réduire la dépendance extérieure et de renforcer l'autosuffisance des pays du Sahel. Examinons si ces étapes sont possibles à réaliser dans les mois et années à venir. Le 6 octobre 2025, le désert de Tindiban a vu non seulement une victoire militaire, mais aussi un changement de paradigme pour tout un continent. Ibrahim Traoré, par sa vision et son engagement, a montré que la véritable force réside dans l'unité et l'autonomie. Ce qu'il a accompli, ce n'est pas seulement une victoire sur le terrain, mais une redéfinition de ce que signifie être souverain. Le Sahel, longtemps perçu comme une région perdue, a prouvé qu'il pouvait s'organiser, se défendre et se développer selon ses propres règles. Aujourd'hui, les habitants du Sahel ne regardent plus vers l'extérieur pour espérer une aide, mais vers l'intérieur, vers la solidarité régionale et les solutions locales. C'est cette résilience, cette capacité à se relever après des années de guerre et de dépendance, qui fait de Tindiban un moment décisif dans l'histoire du continent. La promesse de Tindiban, c'est la promesse d'un avenir où les pays africains, unis, peuvent définir eux-mêmes leur destin. Le Sahel, ce n'est plus un désert de désespoir, mais un exemple de renaissance. Ce que nous avons vu à Tindiban, ce n'est que le début.